biotopes divers des organismes. Chaque organisme vient d'un milieu différent, mais qui ont été fossilisés dans un même endroit. Il y a des organismes, mais les trouver dans une intersection, c'est-à-dire ils ont été regroupés par des conditions, que ce soit biotique, la migration, que ce soit abiotique, c'est-à-dire des courants, des inondations, n'importe, tsunamis. Les simigis sont donc des taphocénoses dont on suspecte, qu'elles ont été hétérogènes et représentent un mélange d'organismes qui venaient de deux biotopes qui sont différents. La thanatocénose, ce sont des associations habituelles et typiques de débris d'êtres vivants, comme des coquilles, des tests, squelettes, que vous allez voir dans les TP, qui ont été rassemblés par des courants divers. Donc, on suspecte qu'ils ont vécu ensemble et que les conditions du milieu les ont rassemblés. Les thanatocénoses, ils donnent donc des indications sur les biocénoses de l'époque qu'on étudie et du lieu, du biotope. Déjà le milieu, le temps. Lorsqu'on étudie une couche géologique, on essaye de faire la radiochronologie relative ou bien absolue pour savoir l'âge de cette couche géologique. Une fois on a le temps, on va voir l'espace. Comment il était l'espace? Est-ce que c'est un milieu marin, un milieu continental, un milieu lagunaire, intermédiaire, estuaire, etc. Delta, par exemple. Si on a le milieu et on a le temps, on rassemble le maximum d'informations qui nous a été fournies. Pour la biocénose, donc, elle correspond tout simplement à un ensemble d'individus d'une communauté, c'est-à-dire une paléocommunauté, d'une communauté si on parle de... ou bien de paléocommunauté si on parle de la paléoécologie. Mais pour la biocénose, il faut qu'elle soit en équilibre. Paléocommunauté qui était en équilibre, ou bien une communauté qui est actuellement en équilibre. Alors, pour les analyses taphonomiques, chaque gisement fossilifère est singulier. On a deux types de gisements. Soit des gisements qu'on appelle des gisements par concentration, ou bien des gisements par conservation. Alors là, il faut être prudent. Les gisements par concentration, c'est-à-dire des gisements, des fossiles qui vont être concentrés en un milieu, même milieu, ou bien ils ont été conservés. Pour les gisements par concentration, c'est une association alloctone, c'est-à-dire déplacement, il y a alloctone, c'est-à-dire qu'ils ont été déplacés, et ils sont, bien sûr, issus de l'accumulation des squelettes ou bien des coquilles. C'est-à-dire qu'il y a un courant, il y a un déplacement, il y a une migration, etc., etc. C'est pour le gisement par concentration. Mais pour le gisement par conservation, ce deuxième-là, il livre des fossiles généralement bien conservés dont l'origine est autochtone. C'est-à-dire, le fossile, il a vécu dans un endroit X, il a grandi dans l'endroit X, il est mort dans l'endroit X. Il n'a pas subi de... il est conservé dans le milieu, c'est-à-dire il nous donne l'information exactement du milieu. Pour les gisements par concentration, j'ai l'être qui a vécu dans l'endroit X et qui s'est déplacé dans l'endroit Y. Une fois que je le trouve, c'est par concentration, il est autochtone, je peux savoir sa morphologie, comment il s'est déplacé, etc., etc., mais je ne peux pas avoir une idée sur son milieu de vie.
Il a vécu dans X, mais je l'ai trouvé dans Y. Donc, ça rend difficile la reconstitution du biotope ancien. C'est-à-dire, pour un géologue, je préfère, et on préfère, les gisements par conservation, parce qu'ils nous donnent exactement le milieu de vie. Alors, ces gisements, pourquoi? Parce que ces gisements, si on donne un exemple, par exemple, les mammouths. Les mammouths, ils sont conservés dans le permafrost, la glace. Il y a des gisements qu'on peut conserver dans le sel. Le sel, c'est un bon conservateur. L'essentiel, les gisements, les meilleurs gisements sont les gisements par conservation. Pourquoi? Mais il faut une autre chose, une autre caractéristique, la fossilisation dans les milieux qui sont anoxiques ou sursalés. Plus le milieu est anoxique, anaérobique, donc le fossile il va se dégrader facilement. C'est-à-dire un milieu anoxique pauvre en oxygène, un milieu fermé. Il n'y a pas beaucoup de courant, comme la mer morte, le Bahr el-Meyyit, actuellement. Il est fermé de tous les côtés. Ce n'est pas comme la Méditerranée ou bien l'Atlantique. C'est-à-dire, là, je peux avoir des gisements par conservation. Le manque d'oxygène, le ralentissement de l'activité bactérienne. Plus le milieu est fermé, il n'y a pas beaucoup de bactéries. À favoriser la formation des schistes bitumineux, par exemple, Alors, l'étude des gisements fossilifères, elle nécessite deux choses. Soit l'étude de la communauté, qui est la paléobiocénose, qui reflète exactement le mode de vie de la communauté il y a un temps, et puis, au contraire, le produit d'une accumulation de cadavres ou bien des débris de cadavres, ou bien des restes de végétaux, des restes d'animaux, etc., à des époques différentes, on peut parler de la taphocénose. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de déplacements. La taphonomie, donc, elle analyse les processus biologiques, physico-chimiques et diagénétiques qui ont intervenu entre la mort des organismes et leur enfouissement définitif, c'est-à-dire la diagénèse. Donc, tout gisement fossilifère, il va nous aboutir à la succession d'un événement. Dans chaque événement, chacun, il entraîne une perte ou une dislocation de l'information. Je m'explique. Dans ce cas, plus le temps il passe, plus on perd une information. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, comme quoi, les gisements les plus récents, l'ère tertiaire par exemple, l'ère quaternaire, sont les meilleurs. Mais lorsqu'on travaille sur des fossiles de l'ère précambrien, de l'ère cambrien, ils ont passé beaucoup de temps, il y avait détérioration de l'information au cours d'un temps. D'autres points, il ne faut pas qu'il y avait un transport, qu'il soit court, qu'il soit récent. Plus il y a du transport, plus le fossile va être dégradé, il va être cassé, plus on perd là encore de l'information. Donc le temps est l'action de la géodynamique externe. Certains remaniements peuvent intervenir dans l'enfouissement des cadavres. Même l'enfouissement, c'est le ralentissement de la diagénèse, le mode de diagénèse, le mode d'enfouissement, la nature d'enfouissement, les caractéristiques physico-chimiques de l'enfouissement, le caractéristique du matériel lui-même, s'il est fin, s'il est grossier, sa densité, etc., etc. Les distorsions multiples sont fatalement introduites tout au long des processus physico-chimiques ou bien biologiques qui interviennent entre la mort des organismes et leur fossilisation. C'est-à-dire, il y a naissance, vie et mort. L'histoire antémortem. Mais après la mort, c'est là que devient plus utile d'étudier les processus de fossilisation. Dans ces processus de fossilisation, qui sont la nécrolyse déjà, qui sont déjà l'enfouissement et
l'épigénie, le remplacement d'un minéral, c'est là qu'on va perdre progressivement certaines informations, jusqu'à l'enfouissement définitif. C'est-à-dire on peut avoir des pertes d'informations. Aussi, la liste, c'est la raison pour laquelle la liste des fossiles, actuellement, ce n'est pas vraiment la liste des fossiles qui a vécu sur la planète Terre. C'est la raison pour laquelle il y avait, par exemple, dans le Cambrien, plus d'1 milliard d'espèces, mais seulement 10 millions ont été fossilisables. La prise en compte de la taphonomie, donc, est indispensable dans une perspective paléo-écologique. Là, on va essayer d'attaquer ce qu'on appelle le Big Five.